Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et de manière plus générale au monde des crypto-actifs. On va revenir sur les actualités récentes au Salvador avec Sébastien Gouspillot, CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien Gouspillot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes en plein décalage horaire puisque vous avez atterri hier du Salvador. Vous y étiez dans le cadre de la Bitcoin Week organisée dans le pays. Une Bitcoin Week sur laquelle vous allez revenir, mais qui s'est traduite par l'annonce de la création de Bitcoin City par le président salvadorien Nayib Bukele. Vous y étiez, c'était le dernier soir de la Bitcoin Week, si je dis pas de bêtises. Une annonce assez inédite dans sa forme et sur le fond. Déjà, la volonté d'un président salvadorien de créer une ville entièrement dédiée au Bitcoin. On a vu ça dans aucun État. Et puis, c'était sous la forme d'une masterclass. Il y avait des feux d'artifice. On voyait le président salvadorien casquette à l'envers sur scène. Quels sont les premiers retours que vous pouvez nous faire, vous qui en revenez tout juste ? Alors déjà, l'annonce de la Bitcoin City, c'est resté parfaitement secret. Jusqu'au dernier moment, on n'avait pas idée de ce qui allait se passer. Donc on a été prévenu 48 heures auparavant qu'il y avait une soirée présidentielle qui était donnée et qu'on était, nous, la petite délégation française invitée. D'accord. Et donc on a découvert l'annonce en même temps que tout le monde, après un show énorme, une introduction avec un feu d'artifice. Vraiment, c'était assez impressionnant à vivre. On avait vraiment l'impression de vivre un moment historique. Et alors, la création du Bitcoin City, avec, on a pu voir la forme sur différentes vidéos sur Internet, complètement circulaire. On a pu voir qu'il n'y aura aucune taxe dans cette ville et que cette Bitcoin City sera financée évidemment avec de la dette en Bitcoin. Face à toute cette audience finalement de professionnels du monde des crypto-monnaies et vous-même professionnel du minage, on y reviendra d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous évoque le fait que le président d'un État, alors certes au Salvador c'est un petit peu plus loin de la France, s'engage autant dans le Bitcoin et crée notamment une ville autour du Bitcoin? Nous, on le trouve très inspiré. C'était un rêve qu'on avait. Beaucoup de bitcoiners avaient cette idée d'un bitcoin monnaie légale. Après, le fait de créer une ville autour de cette énergie que le volcan permet d'exploiter, ça a beaucoup de sens. Ouais. Et puis, c'est un projet global avec le Bonds aussi qu'il a annoncé, donc une obligation d'État basée sur le bitcoin. Donc tout le projet dans son ensemble est très cohérent. Enfin pour nous, ça nous paraît assez évident et c'est un succès annoncé. Moi je fais le pari que le bond, donc l'obligation d'État qu'il lance là pour $1 milliard, ce sera trop court, ils seront obligés d'en lancer un deuxième assez vite. C'est ça, $1 milliard d'obligations d'État en Bitcoin pour financer du coup les infrastructures de la ville et qui, dans l'annonce en tout cas, annonce qu'il y aura des aéroports, des ports, enfin toutes les infrastructures qu'on peut trouver dans une ville traditionnelle pour le coup. Oui, alors le $1 milliard, c'est pour financer vraiment l'infrastructure électrique, l'infrastructure de mining, mais le reste, les investisseurs vont venir d'eux-mêmes parce qu'effectivement c'est une ville zéro taxe. C'est absolument pas de taxe locale, rien du tout, juste de la TVA. Et alors, quand on parle de Bitcoin, très souvent, il y a une critique qui est faite, c'est justement sur l'énergie utilisée, parce que c'est très énergivore, parce que c'est pas forcément en lien avec les engagements pris par les différents États pour réduire des émissions carbone ou autres. Alors là, sur Bitcoin City, après on parlera de manière plus générale, mais sur Bitcoin City, l'idée, c'est d'utiliser l'énergie du volcan salvadorien. Absolument, c'est de la géothermie, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué dans le pays, dans d'autres pays aussi. L'Islande utilise beaucoup la géothermie pour produire son électricité. Et je reviens à la critique qui est souvent faite sur le côté énergivore. Bien sûr, oui. Ça n'a aucun sens. Cette critique-là est complètement aberrante. C'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la consommation de Bitcoin, qui est un terme impropre, on transforme de l'énergie, on ne la consomme pas, mais bon, peu importe. Ce volume d'électricité nécessaire pour le fonctionnement de Bitcoin, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique pour la transition énergétique. C'est tout le contraire de ce qu'on peut penser. Dès lors qu'on utilise des surplus pour l'essentiel. Aujourd'hui, on estime qu'on a au moins 65% de l'électricité utilisée pour le mining de Bitcoin qui vient des surplus. Donc ça veut dire que ces 65% d'électricité, si on estime que le réseau est à 150 TWh, par exemple, on va avoir 100 TWh, j'ai pas fait le calcul, qui viennent de l'électricité perdue. Donc ça veut dire qu'on apporte des fonds assez considérables
aux compagnies d'électricité. C'est elles qui sont en responsabilité d'assurer la transition énergétique. C'est elles qui ont besoin de budget. C'est elles qui sont subventionnées par les États. Aujourd'hui, le mining de Bitcoin les subventionne de manière considérable. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on a des compagnies d'électricité, alors là, de manière plus générale, on ne parle plus forcément du Salvador, qui produisent de l'électricité, qui ont parfois des surplus d'électricité qui ne sont pas utilisés, et que si jamais on fait du minage de crypto-monnaies, de Bitcoin ou autre, avec ces surplus, là, pour le coup, on vient financer, en fait, une énergie propre plutôt qu'elle soit perdue, c'est ce que vous nous dites ? On vient financer la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on apporte des moyens aux compagnies d'électricité qui en ont besoin parce que elles ont la responsabilité d'assurer leur transition énergétique. Elles y sont obligées par contrat, les entreprises européennes par exemple. Donc le fait de leur acheter une capacité électrique qu'ils ne savent pas vendre, des surplus qui sont structurels, qui sont acceptés depuis des années, des dizaines d'années. Quand vous avez une centrale hydroélectrique, votre demande n'est pas forcément exactement l'offre que vous pouvez proposer. Et très souvent, il y a des surplus structurels. On fait avec, parce qu'on est dans l'incapacité totale de faire venir des clients sur les sites de production pour pomper ces surplus. Le mining répond à ça. C'est quelque chose de très nouveau. Et les électriciens commencent à le comprendre. Nous, on est contactés par des sociétés électriques partout dans le monde qui commencent à réaliser que cette batterie économique, qui est le mining, existe et est viable sur le long terme. Parce qu'elle existe, ça fait un petit moment qu'ils l'ont compris, que le Bitcoin va perdurer et quelque chose de solide, c'est réalisé juste maintenant par les électriciens. Alors, vous, votre métier, c'est l'accompagnement d'entreprises ou d'acteurs dans le minage, justement. Vous proposez justement à ces entreprises d'être actrices de leur minage plutôt que d'aller louer finalement des capacités de minage dans des fermes ou autres. Juste avant, sur cette notion de transition, avant de parler de votre activité et de votre accompagnement vis-à-vis du Salvador, récupérer des surplus d'électricité, ça implique quand même une certaine dépendance vis-à-vis du surplus. On peut se retrouver avec un mois avec un surplus de 75% et le mois suivant avec un surplus de 0. Ça veut dire qu'on ne mine pas quand il n'y a plus de surplus ? Alors là, je vous parle juste des surplus structurels. D'accord. Il y a des surplus qui sont disponibles toute l'année, 24-24, 365 jours par an. Et il y en a d'autres, par exemple sur le solaire ou sur l'éolien, qui eux sont intermittents. Et donc là, on est obligé d'adapter des fermes qui coûtent beaucoup moins cher avec du matériel usagé, enfin du matériel de seconde main, qui va permettre qui va pouvoir s'amortir avec juste 8 heures d'utilisation par jour. C'est des dossiers plus compliqués à traiter. Mais déjà, quand on aura transformé tous les surplus structurels disponibles, le réseau Bitcoin pourra faire 5 fois la puissance qu'il faut aujourd'hui sans aucun problème. Alors, votre métier, c'est le minage, je le disais. Si vous étiez invité peut-être à cette annonce présidentielle, c'est peut-être que vous accompagnez le gouvernement salvadorien, vous, dans sa stratégie de minage, pour le coup. Gouvernement salvadorien qui mine aujourd'hui sur son territoire ou pas encore ? Oui, alors très peu, à toute petite échelle. Ils ont un conteneur de mining qui a servi à la communication, essentiellement du président Bukele, et il a eu tout à fait raison, parce que le mining va devenir quelque chose de très important dans Bitcoin City, mais dans tout le pays. Donc oui, nous, on est consultants pour le pays. Ça fait maintenant 8 mois qu'on leur donne des conseils sur le mining. On est la seule entreprise au monde à savoir faire ça, à conseiller les gouvernements. La seule, non. On a quand même un concurrent, Bitfury, qui a fait pas mal ce travail-là. Mais je le vois moins aujourd'hui sur les dossiers sur lesquels on est. Donc aujourd'hui, on conseille 7 pays directement avec les gouvernements, donc soit avec le ministère de l'Énergie, soit directement avec les premiers ministres et présidents de la République, parce que ce sont des dossiers très particuliers et souvent les clés sont détenues par le premier cercle du pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui, on conseille ces 7 pays, c'est quoi ? C'est 7 pays qui voudraient à terme miner sur leur propre sol ? C'est là où ils ont besoin de conseils, finalement ? Sur leur surplus, oui. Oui, l'idée, c'est de réussir son mining. On a vu des pays, notamment en Europe de l'Est, se retrouver surpris par l'ampleur de leur mining et en arriver à avoir des coupures d'électricité sur le réseau. Et donc on voit le Kazakhstan aujourd'hui, par exemple, qui essaye de réguler son mining. Donc, nous, on a des confrères au Kazakhstan qui ont reçu des courriers comme quoi ils devaient réduire la voilure. Et également, nous, on avait 2 projets au Kazakhstan qui sont tombés à l'eau parce qu'on nous a fait savoir que non, d'aussi grosses fermes au Kazakhstan, on arrêtait d'en créer. Donc le problème a été pris à l'envers. Ils ont laissé venir trop de mineurs et maintenant ils veulent réduire un petit peu la voilure. Ils veulent pas arrêter du tout le mining, c'est une source de revenus. Non, mais ils veulent réguler. Ils veulent réguler pour le réguler après coup. Alors qu'en fait, il faut réguler en amont. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier les surplus et ne pas donner plus que les surplus. Sinon, ça perd tout son sens. C'est ça. Donc en fait, il faut faire une gestion de ressources finalement à l'échelle du pays, identifier les surplus et ensuite faire venir ou créer des fermes de minage en fonction des surplus en question. Et donc là, en l'occurrence, si on reprend l'exemple du Salvador, ce serait essentiellement l'énergie qui vient du volcan du Salvador, c'est ça ? Non, pas. Alors, non, parce que ça, c'était l'annonce Bitcoin
Bitcoin City, mais il y a plus que ça alors. Oui, bien sûr, il y a une communication qui tourne autour du volcan. Évidemment, ça popularise beaucoup l'idée, mais il y a aussi beaucoup d'hydroélectricité dans le pays. Ça représente bien la moitié, un peu plus de la moitié de la production énergétique locale. Là, il y a des surplus structurels. Ils estiment qu'il y a 10% de surplus. Donc, valoriser ces surplus, juste valoriser cette partie-là, les surplus, ça représenterait 20 000 bitcoins pour le pays par an. Donc, c'est une fortune considérable qui dort. Et c'est comme ça dans tous les pays. Hein. On pourrait faire à peu près la même chose en France. D'accord, j'allais vous poser la question. Ouais, c'est ça, c'est possible. On les trouverait, les surplus. Disons, en France, l'approche est très différente. D'abord, on a un réseau qui est beaucoup mieux maillé avec toute l'Europe. Donc, on a beaucoup moins de surplus. Et puis, la capacité de production supplémentaire des centrales nucléaires n'est pas considérée comme du surplus. C'est pilotable. Donc, quand on n'en a pas besoin, on baisse la capacité de production. Moi, je propose qu'on arrête de baisser la capacité de production. On a ces outils de production en France qui sont en capacité d'apporter beaucoup d'argent à EDF et à l'État, hein, parce qu'EDF reste une société d'État. Donc, moi, je me bats depuis 2017 pour qu'on mine en France. Et si on l'avait fait au tout petit niveau, je le proposais depuis 2018 dans mon discours à l'Assemblée, aujourd'hui, on comblerait le trou d'EDF. C'est 3 milliards d'euros de en bitcoin, pour le coup. On les aurait comblés en bitcoin, bien sûr. Ouais. Dernière question, toujours sur cette question d'initiative gouvernementale. Il y a des pays, par contre, qui interdisent les fermes de minage. Il y a la Chine, il y a l'Inde plus récemment, avec toujours cet argument écologique. C'est pour ça que j'y reviens. Si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est un argument de façade ou il y a quand même une réalité derrière? Alors, la Chine n'a pas interdit du tout les fermes de mining. Hein. Il n'y a pas de loi anti-Bitcoin en Chine, contrairement à ce qui se raconte. En Inde non plus, hein. Il y a des fermes de mining qui fonctionnent. Bon, ils les ferment quand même, les fermes. Non. Enfin, pas en Inde en tout cas. En Chine, le gouvernement chinois a demandé aux compagnies d'électricité d'arrêter de fournir de l'électricité aux fermes. Donc c'est un moyen d'interdire sans interdire. En gros, ils se laissent la porte ouverte à la possibilité d'un retour du mining. Et ça s'annonce. Moi, je vous le dis, dans 5 ans, la Chine redeviendra un gros pays du mining. Bon, on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup Sébastien Gouspillou. Merci d'être venu juste après votre retour du Salvador commenter ces actualités en plateau. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.